Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis fidèles, et merci de nous accompagner dans chacune de nos lectures. Nous allons aborder, à partir de ce soir, la lecture du 3e volet de la trilogie de Mohammed Dib, Le métier à tisser, après La Grande Maison et l'incendie. Dans Le métier à tisser, Omar a 14 ans. Il a arrêté l'école et il va rejoindre le monde du travail. On va le voir découvrir de nouveaux compagnons, dans l'adversité et dans la camaraderie. Prête-moi ta plume. قالوا لي باش غنية تمشي وتزيد تكون d'actualité لازم لها sujet branché. الو تريسيتي الو الو جاب لي ربي كوباولي عاودت لهم ما حبوش يرفدولي ما كاش خير من بلادي هاي امن ولا بوجي همنا كي تصحى يسمعوه ولا يرفدوه خاوتك عام هنا 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 رانا هنا خاوتك رانا هنا رانا هنا حنا في حنا كي نتفكر يا مات الليسي حياة حلوة في المقراني كنا حابين يسمعونا كل يوم راني شافية على شيعاننا ما كاش خير من بلادي هاي امن ولا بوجي منا كي تصحى يسمعوك ولا يرفدوك خاوتك هام هنا 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 رانا هنا خاوتك رانا هنا رانا هنا حنا في حنا خاوليكم في الجامعة اواه كاع لي موديل مرومية الشاورما غالية مزية كاين الكرامبيطا بصح لاكواش ما قدرتلهاش كل عام rattrapage شوية patience how do you show much ما كاش خير من بلادي هاي آمن ولا بوجي منا كي تصحى يسمعوك ولا يرفدوك خاوتك عام هنا 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 رانا هنا ما كاش خير من بلادي هاي آمن ولا بوجي منا كي تصحى يسمعوك ولا يرفدوك خاوتك عام هنا 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 حنا في حنا خاوتك رانا هنا رانا هنا حنا في حنا. Prête-moi ta plume. D'un revers de main, Omar fit voler le rideau qui barrait l'entrée de la chambre, entra. Mais sitôt passé le seuil, il n'osa plus avancer. Il restait figé, secoué par des frissons. Il avait l'impression de garder au fond des yeux des lambeaux de nuit hachés par la pluie. Ses habits qui pendaient sur lui, s'égouttaient, trempés. Ses sandales, imbibées d'eau, ramollies,
poser de larges empreintes boueuses sur le pas de la porte. Ses regards allaient de sa mère à ses deux sœurs. Ces dernières le considéraient avec une expression maussade qui empâtait leurs traits. Aïni, la mère, occupait son coin habituel, un vieux fichu élimé rabattu sur les yeux. Elle semblait plongée dans une profonde rêverie. Sous la lumière électrique, les murs nus, enduits de chaux vertes, luisaient. Le voyant, sa mère se leva d'un bond. Elle brandit le poing. « Ce n'est pas un fils que j'ai là, mais un chien des rues !» Elle avait visiblement rongé son frein. Omar la regardait s'égosiller à l'envi. « Oui, un chien des rues, un chien des rues !» Elle rejeta en arrière les pans de son fichu qui la gênaient. « Où irais-tu jusqu'à cette heure? Où? Où, dis-moi? Dois-je te déchirer la figure ou déchirer la mienne? Les plumes du mal t'ont poussé. Te crois-tu un homme, déjà? Te crois-tu tout permis? Je te donne ma parole que ça ne sera pas. J'ai encore des forces pour te briser. Ici, c'est moi qui commande. Et tant que tu auras besoin de rester sous ce toit, tu baisseras la tête. Tu as compris? Tu rentreras de bonne heure ou tu retourneras à la rue. » Le garçon ne remarquait pas les gouttes qui tombaient de ses habits et formaient une flaque à ses pieds. Son cœur battait plus vite. Il la laissa défiler son chapelet. Tout cela n'était pas nouveau. À la fin, elle le prévint. « Tu feras bientôt ton deuil de cette vie. » Chaque soir, il allait dénicher des éclats de houille autour de la gare entre les voies ferrées. C'était la seule façon d'avoir un peu de charbon à la maison. Il se défit de sa musette sans souffler mot, ne désirant qu'une chose, réchauffer ses mains glacées. Il pensa au monde nocturne ouvert d'où il surgissait. La nuit était tombée depuis longtemps, et il pleuvait à verse. Obéissant à sa mère qui avait regagné sa place, Aïcha, l'aînée des filles, se leva. Elle apporta la maïda et disposa dessus une marmite et la moitié d'une miche de pain bis. Ils plongèrent tous les quatre, en silence, les doigts dans la sauce. En un rien de temps, ils avalèrent leur dîner, des navets accommodés aux tripes. Puis les deux sœurs débarrassèrent. Peu après, ils se couchaient. On aurait su dire depuis quand la chambre baignait dans le noir. Omar était engourdi sans être vaincu par le sommeil. Un temps assez long s'était écoulé à n'en pas douter. Le froid le transperçait et le tenait à demi éveillé. En lui, un flot d'images courait. Prête-moi ta plume. هم الدنيا فوق الكتاب سهرت ليالي علينا تخاف من المرض والبرد والعين رمات حياتها بجيها وهدت كل شي لولادها ما تحيروش الدار انتي يا روح الدار بلا بك المعيشة مرار ما تحيروش الدار انتي يا الروح ما فنات انتي يا النور بك حياتنا ضوات شحال صبرت وشحال عانات لحنينا انتي يا الروح ما فنات انتي يا النور بك حياتنا ضوات ياك الجنة تحت قدام أمينا
منك المعيشة منار ما تحيروش دار هم الدنيا فوق الكتاب صهرت الليالي علينا تخاف من المرض والبرد والعيد نسات في الدنيا نصيبها غطات الكل بجناحها ما تحيروش الدار منك نرجع وسماح تعاود بهم نرتاح ما تحيروش الدار انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات شحال صبرت وشحال عانات الحنينة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات ياك الجنة تحت أقدام الأمويمة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات شحال صبرت وشحال عانات الحنينة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات ياك الجنة تحت أقدام الأمويمة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات شحال صبرت وشحال عانات الحنينة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات ياك الجنة تحت أقدام الأمويمة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات شحال صبرت وشحال عانات الحنينة انتي الروح ما فنات انتي النور بك حياة مضوات ياك الجنة تحت أقدام الأمويمة Prête-moi ta plume. Il voyait des psalmodieurs de Coran défiler en tête d'un enterrement. Il les suivait, persuadé que chaque pas accompli derrière les porteurs de bière réjouissait le défunt. On mourait beaucoup. Il ne manquait que ceux des convois qu'il ne rencontrait pas dans ses pérégrinations. Pour chacun de ces morts inconnus, il avait une pensée de sympathie. Il avait appris de longs passages de la Borda qu'il débitait pour le repos de leur âme. Puis venaient des mendiants hâves et furtifs sous la pluie battante. D'autres images traversèrent encore son esprit. Aïni avait décidé plus d'1 an plus tôt. « Apprends un métier, tu ne tireras rien de tes livres. » L'avant-dernier été courait alors sur sa fin et les grandes vacances s'étaient achevées. Lui n'avait pas dit non et n'avait plus, de ce moment, remis les pieds en classe. Qu'il ait eu 13 ans, que chaque heure passée à musarder fût du temps perdu, elle ne le lui avait que trop rabâché. « J'ai bien usé de patience, après tout. » Les oreilles sans arrêt échauffées par ses récriminations, il s'était engagé chez un épicier. Mais il commençait à peine à travailler que le magasin était fermé par les autorités et le marchand, son patron, jeté en prison. « Ils prennent les petits trafiquants et ménagent les gros », s'était écrié Aïni.
Il avait bien été question de lui chercher une autre place. Cependant, une année s'était passée et il ne fichait toujours pas une rame. S'il y eut jamais Galopin qui traîna dans les rues franc de collier, insoucieux de l'heure, du temps qui faisait, des réprimandes de sa mère, c'était bien lui alors. Il prêta l'oreille au remuement qui bouleversait la maison. Toute puissante, la voix de la nuit grondait, la pluie marchait. Au-delà de cette rumeur, le tonnerre craquait, et chaque fois que cet effondrement crevait le ciel, la vieille demeure tremblait. Il semblait que s'il tonnait une fois de plus, Dars Bétar s'écroulerait. Il eut soudain le sentiment que quelque chose guettait dans les ténèbres. Il fut enveloppé d'inquiétude. Cela le fit penser à sa mère qui flairait le malheur partout, et grâce à une déchirante intuition, le déchiffrait en tout. Mais elle, songea-t-il, qui voit le monde chargé d'augures, d'annonces mystérieuses, au gré de l'inspiration, elle interprète un propos saisi au vol, une démangeaison de l'oreille, des effluves impondérables qui traversent l'air. Pourquoi n'est-elle attentive qu'aux mauvais présages et à ce qui a figure de calamité? Il n'eut pas plutôt murmuré ces mots qu'elle se dressa près de lui. « Je t'en prie, mère, » implora-t-il anxieux. « Fraternelle, » ajouta-t-il. Et il se réveilla. Quelle tendresse dans sa façon d'exprimer ce fraternel! Jamais il ne s'en serait cru capable. Ce mot vibrait en lui avec une force qui l'effrayait. Il ne pouvait espérer se rendormir à présent. Une autre voix s'était élevée dans la nuit. « Je t'en conjure, mère, n'aie pas peur. Je sais que cette peur existe parfois, tu la nommes le destin. En tout cas, ça existait tout à l'heure, je l'ai éprouvé à la tristesse qui s'est emparée de toi. Je t'en conjure, apprends que ce pouvoir n'est nulle part, que la vie n'est pas une renonciation. Ne renie pas mon espoir au nom de ton impulsion maternelle. Prête-moi ta plume. بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمات
ذاك القلب اليتيم بالماء البارد طفيتي لي ناري خديتيه رماد ذاك القلب اليتيم غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لو كان جا القلب برية فيه يكتبوا يدي عذاب الليل ما دار فيا وانتي ما دارية بيا فراقك زاد كيا على كيا نسف رماد اللي بيا جمارك باقيين في عينيا نشوف فيك صبحة وعشية صبحة وعشية صبحة وعشية صبحة وعشية Prête-moi ta plume. Était-ce la prière qui ferait fléchir la volonté de Haïni? Il ne pouvait s'empêcher de se le répéter. Les limites de la chambre reculaient pendant que de nouvelles bribes de pensée prenaient leur essor. Oiseaux épars qui planaient sans fin légers de l'inconsistance de la plume. Les oiseaux s'estompaient à leur tour et ombres fugaces filaient sur son corps. Il était gagné par le sommeil. Le grognement de la tempête mourait dans l'espace nocturne. La pluie crépitait à l'infini, parcourue par de lointaines rafales qui ébranlaient les soubassements de la ville. Soudain, il crut entendre. Son cœur tressauta. Rien. La pluie avait interrompu sa marche. Une vaste sérénité qu'aucun souffle n'animait était descendue sur Dars-Bétar. L'air charriait une froideur humide dont le garçon sentait la laine s'insinuer sous la porte. Dans un regain de conscience, il se ressouvint qu'étendu auprès de lui, Haïni et les deux filles dormaient côte à côte sur leurs paillasses posées à même le sol. Lui, qui était couché à proximité de sa mère, recevait d'elle un peu de chaleur. Cette constatation lui redonna confiance. Il s'endormit. Prête-moi ta plume. عبلي وتميلي يا لالا وتساع عبلي وتميلي هاي لالا ايوا الله الله عليكم وتساع عبلي وتميلي يا بن صالح باي أملك تيدي نهاي لله الزعبل ينسى لولا ولا عليهم وتساعب لي بمسايس يا لله وتساعب عبلي بمسا يسهاي لنا صعب لي بمسا يس يا بن صالح باي
عبلي بالفوق طهاي لله الله الله عليهم والويلة خموس وتساعب لي بالفوضى يا بن صالح بال داخل غرنا طهاي لله ساعب لي بحراير يا لله وتساعب لي بحراير هاي لله صالح باي داخل تزاير هاي لله ساعب لي وتميلي يا بن صالح باي أملكت ايدي لي هاي لله Prête-moi ta plume. Une vapeur mouvante avait surgi de terre et bouché rapidement toutes les voies. Le vent était tombé, il ne pleuvait plus. Le brouillard avait couvé la ville toute la nuit et quand le jour se leva le lendemain, un jeune soleil s'épanouissait dans le ciel de janvier. Il léchait les rues. Les voitures roulaient bruyamment sur le pavé. Des chansons jaillissaient des échoppes. Il n'était pas jusqu'au rauque appel des marchands de 4 saisons et des colporteurs qui ne parut mélodieux. Rien n'avait laissé prévoir douceur aussi crue. Cette alacrité germait dans un monde noir. L'hiver avait-il résolu d'abandonner sa cuirasse pesante ? C'était le 3e hiver qui suivait la déclaration de la guerre. Une attente de jours meilleurs et plus justes berça les Tlemcéniens. Ce fut alors qu'on se heurta à ces silhouettes qui avaient l'air de fantômes grotesques. Lentement, leur foule, hommes, femmes, vieillards, enfants, prenaient possession de tous les quartiers. La plupart d'entre eux étaient valides, mais misérables épaves, ils demeuraient insensibles aux mauvais regards dont se chargeaient les yeux des habitants à leur intention. Au traitement sans égard qui les accueillait, aux rudesses de la police, ils opposaient l'indifférence, une impulsion dont on ignorait la puissance les poussait de l'avant. Ils se répandirent ainsi, d'une façon bizarrement dépourvue de vie, avec hésitation, lassitude. On se demanda s'ils ne déferlaient pas depuis quelque temps. Les artères principales, les avenues, les places, regorgées de leurs troupes. Nul doute qu'ils se fussent faufilés dans la ville à la faveur des jours pluvieux précédents. Personne ne comprit sur le moment ce qui les attirait. Venait-il quérir une hypothétique pitance ? Seulement à supposer qu'ils l'eussent trouvé, ils ne disparaissaient pas, ne retournaient plus aux tanières qui les avaient rejetés. Ils s'incrustaient au cœur de la ville. C'est pourquoi on n'y comprenait rien. Une certaine curiosité les aiguillonnait-elle ? Apparemment non. Ils survenaient, et tout bonnement s'installaient là où ils jugeaient qu'ils étaient à leur aise.
Ensuite, il considérait toute chose d'un œil éteint. Pourtant, ces gueux étaient doux et inoffensifs. Il faut leur rendre cette justice. Ils ne faisaient pas de mal. Impassibles, ils regardaient défiler grands et petits avec détachement. Ils attendaient. Quoi? Du diable si on le savait. Puis, ils recommençaient à errer. Ils se couchaient à l'endroit où les ténèbres les surprenaient. Lorsque le vent cisaillait l'air, ils resserraient leurs guenilles autour d'eux, ils posaient leur crâne accru sur une pierre ou une marche et s'endormaient. On en découvrait de plus en plus au fond des impasses, sous les auvents, aux abords des remparts, devant les bains publics, sur les escaliers du marché couvert, au pied des murailles turques du Mchoir, contre le porche des fondouk. Dans toutes les rues, déambulaient leurs silhouettes mal ficelées, grises et sales. Ils se traînaient partout. Parfois, les uns en chargeaient d'autres qui n'en pouvaient plus sur le dos. Après quelques pas, ils s'asseyaient, à bout de souffle, et jalonnaient les trottoirs. Les magasins n'offraient dans leur devanture que des inutilités pour eux. Qu'importe. C'était là qui s'enracinaient et s'éteignaient comme des brandons exténués. De temps à autre, on avait le sentiment qu'ils cherchaient quelque chose. Leurs mouvements étaient ceux d'une reptation imperceptible. Puis ils recouvraient leur immobilité. Ils ne tendaient pas tous la main. Tassés plutôt sur eux-mêmes, ils s'accroupissaient sur place tant que l'irritation des citadins ne les délogeait pas et lorgnaient les évolutions de la multitude. D'aucuns, roulés en hérissons, sommeillaient sans interruption. Quiconque tentait de les assister devait se pencher sur eux et leur glisser son obole dans la paume. Ces nouveaux mendiants ne donnaient même pas de la voix. En cela, il y avait quelque chose de changé. Prête-moi ta plume. فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي فيك السلم والأمان فيك مبارك ربي يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي
Prête-moi ta plume. Sortait-il, comme on le prétendait, des faubourgs déshérités? Peut-être. Peut-être récoltait-il quelques liards ou des rogatons rien qu'en fréquentant la ville. Mais pourquoi ne se retirait-il pas après tout dans leur bauge? Pourquoi se cramponnait-il ici comme s'il faisait corps avec les édifices? Bientôt, aucun obstacle ne fut en mesure d'endiguer l'inlassable poussée qui conduisait leur horde vers les quartiers les plus récents, les artères commerçantes, les parties nobles de la cité. On ne discernait toujours pas ce que ce peuple errant gagnait à fréquenter de pareils endroits. Il n'était pas fait pour lui, ne pouvait lui convenir. Le réalisait-il au moins? La ville s'enveloppait dans un éclat abrupt. La nature s'entendait, semblait-il, pour prolonger cette trêve lumineuse. Il faisait froid, mais le soleil brillait. À cette époque, peut-être plus qu'à aucune autre, les familles ne se comptaient pas, qui s'adonnaient tout entières au tissage, les hommes suspendus à leur métier archaïque, les femmes cardant au filant de la laine. Aïni elle-même se procurait à l'occasion des toisons graisseuses, alourdies de terre, de suint et de crottes qu'elle nettoyait et apprêtait. Et pendant quelques jours, selon ses forces, elle portait 1 ou 2 livres d'un duvet laiteux au marché défilé. Le spectacle le plus réconfortant était donné toutefois par les ateliers. Il n'y avait pas si longtemps encore qui s'activaient avec indolence. Qui ne s'en souvenait? Témoin ces aubes, où pour espérer des chalands, Aïni, avec tant d'autres vendeuses, se morfondait à Sourclerzelle, sans être certaine d'écouler son filet. Or, les premières sirènes n'eurent pas tôt fait de hurler à la guerre qu'une fièvre éperdue les avait empoignés. Et depuis lors, pas de quartier, nul endroit, jusqu'au faubourg qui ne vibra de l'ardeur diligente des tisseurs. De toutes parts, le battement assourdi des peignes accueillait le passant, quand ce n'était pas le furieux claquement des navettes. Les métiers avalaient les filets insatiablement, à suffisance dans soupelots. Aucune quantité n'apaisait leur fringale effrénée de cette opulente pâture, la laine. La vieille ville des artisans, ayant fait le sacrifice de son vétuste sommeil, se muait quasiment en cité industrielle. De même, les tisserands avaient répudié leur antique intransigeance dès que s'était déchaînée cette flambée. Quelle qu'elle fût, toute laine était arrachée des mains des vendeuses. Une subite prolifération de manufactures et d'ateliers se déclarait, pendant que, sans arrêt, des tapis, des couvertures partaient pour la France. Les Allemands recevaient en fin de compte tous ces tissages. Ils achetaient au poids et ne se souciaient guère de la qualité. On racontait qu'aussitôt arrivé chez eux, indifféremment, chaque pièce était déchirée, triturée et retransformée en matière brute. Prête-moi ta plume. ألف بشرى وهذا يوم سعيد، هذا يوم سعيد،
نبدا عهد جديد نبدا عهد جديد بشرى هادي وألف بشرى وهذا يوم سعيد هذا يوم سعيد زيني ألبسي حلة خضرا نبدا عهد جديد نبدا عهد جديد أنت حرة وتبقاي حرة أنت حرة وتبقاي حرة أنت حرة وتبقاي حرة يا جزائر يا أم الشهيد يا أم الشهيد يا ولادي أنا فرحتي وراحتي أمنيتي وغايتي كي تكونوا ملمومين ومتاخدين يا ولادي اسمعوا لحكايتي نوصيكم وصايتي هلو في بلادكم لا تكونوا متفرقين يا ماما احنا ولادك ضمينا في حضان وتكون ايامنا حب ووئام تعيشي تعيشي يا أحلامتي السلام يا ولادي جدودكم البارح كانوا شجعان حاربوا الطغيان ضحوا على الجزائر خلاو البرهان خلاو البرهان حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان زينوا بلادكم بالألوان عهد جديد هذا يوم سعيد يا بلادي فيني أنتي حلة خضرا نبدا عهد جديد يا بلادي هذه بشرى وألف بشرى هذا يوم السعيد هذا يوم السعيد زيني ألبسي حلة خضرا نبدا عهد جديد نبدا عهد جديد انت حرة وتبقاي حرة انت حرة وتبقاي حرة انت حرة وتبقاي حرة يا جزائر يا أم الشهيد يا أم الشهيد Prête-moi ta plume. Sans relâche, l'armée grouillante des meurt-de-faim affluait à travers rues et venelles. Elle soulevait le sol, aurait-on pensé, pour déboucher de profondeurs inconnues. Honteuse cohue qui s'épouillait en plein air, étalait ses membres épuisés, ses escarres purulentes, ses yeux trachomateux. Une cendre froide saupoudrait ces êtres sans identité. Y vagabondaient un peu, de ci, de là,
Jamais ils n'allaient bien loin. Inattentifs les uns aux autres, ils ne se réunissaient pas entre eux. Mais quand quelque part une distribution de nourriture ou de gros sous avait lieu, ils formaient un cercle qui s'enflait à vue d'œil. Si à ce moment-là on les chassait, ils se séparaient docilement. Après quelques jours, le temps se gâta. D'un seul coup, un complet revirement s'opéra au ciel qui redevint gris et sourd. D'épais nuages se nouaient, ils crevaient. Des cataractes s'abattaient avec rage. Une pluie incessante secouait sa chevelure fluviale. À nouveau, la houleuse tristesse des averses engourdit la ville. Les mendiants continuaient d'errer sans but et sans paraître remarquer le déluge qui les saussait. Ils allaient, la prunelle morte, la main quêtant dans un geste instinctif. Ils surgissaient du crachin, ternes et diffus un instant, puis y retournaient. Ils semblaient être vomis par le néant humide. À présent, les habitants n'étaient que trop accoutumés à la vue de ces spectres. Si les pluies de cette année n'apportent, comme il est à prévoir, aucun de leurs bienfaits habituels, elles auront au moins fait pousser dans nos rues ces espèces d'humanité dépenaillées au sombre aspect de bêtes des bois, plaisantaient des facétieux. Et les mêmes arguaient à la décharge de ces lamentables créatures. Ce n'est rien de grave, ce ne sont que les nôtres. Regardez-les, comme un miroir, ils vous renverront notre propre reflet, l'image la plus fidèle de ce que nous sommes, ils vous la montrent. Le gros temps s'est vissé sans désemparer. Il est difficile de rapporter l'impression que cela produisait. Assurément, les derniers beaux jours n'étaient plus qu'un souvenir défait. Contemplant les trombes d'eau qui menaçaient d'engloutir la cité, on murmurait « Dieu nous préserve de la catastrophe, elles se sont ouvertes, les écluses du ciel ». Presque chaque année, les inondations emportaient des victimes. Quelquefois, des habitations s'écroulaient. « Béni soit son nom », ajoutait-on néanmoins. À certaines heures de l'après-midi, des embruns si denses s'étendaient que la ville s'y perdait et que personne ne pouvait plus rien distinguer dans cette vapeur. Cependant, par moments, la tourmente se dissipait et peu à peu une accalmie envahissait l'air. Sans s'arrêter de tomber, les gouttes s'amenuisaient jusqu'à n'être qu'une bruine légère, presque une fumée. Les constructions réapparaissaient, trempaient jusqu'aux pierres. Les arbres profilaient leurs noires silhouettes échevelées dans une atmosphère soufrée aux rayons froids et glauques. Des nuées humides se déchiquetaient à la pointe des minarets, s'emmêlaient aux branches des vieux platanes, pour s'éparpiller ensuite en vastes lambeaux qui s'élevaient au ciel, où ils étaient mis en pièces par de brusques coups de vent. Puis, l'éclaircie passait. Ce jour-là, Omar renonça à aller fouiller dans les balastes. S'abritant sous des marquises ou des balcons, bondissant par-dessus les flaques, il courait se mettre au sec chez lui. C'était la tombée de la nuit. Les rares personnes qu'on rencontrait encore passaient à pas pressés. Tout à coup, la pluie foula l'espace avec plus d'entêtement que jamais. Alors, sombre, luisante, étranglée dans ses murs d'enceinte, la ville, où des venelles s'entortillaient sans fin, où des maisons toutes pareilles s'entassaient à l'étroit et se coudoyaient, où chaque quartier était une sorte de bourbier, se dressa dans son aspect le plus hostile. Façades,
revêché anonyme, rue, tour, toit, lessivé. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. ما يعلم بيه غير قلبي من قال لي قاع اهدر ونخبرها انا بعذابي لاني جابر عليه وين بسببها راني قاسي وبقيت موسوس خلاص ما نهبل على ظهري خلاص ما نهبل على ظهري طويلة بيضاء موليك العينين بيت قلبي راه مباصي كل ما نعرفك في الدونجي عرف الباصي حاصل واليوم تودا شونجي نسيتيني في عشقي الاول شكون الغالي وهضر لي اسمعني وفهمني الغالي وهضر لي اسمعني وفهمني ندير انا ندير فرمي فوق نحكي لها ونزيد بالك تعذرني وما قديت حبيبي عمري جنب باق راني قاسي ونفاصي على جهدي ونفاصي على جهدي